Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme promis, sera une vidéo FAQ, foire aux questions, ou courrier des lecteurs comme on disait avant. Je vais donc répondre aux questions que vous m'avez posées dans les commentaires de la précédente vidéo. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton en bas et en cliquant aussi sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos en notification. Et vous pouvez toujours aussi vous inscrire à mes emails privés via le lien dans la description, comme ça vous aurez accès à toutes les nouveautés et vous pourrez aussi recevoir une mini formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Sans plus tarder, on va attaquer les questions que vous m'avez posées. Alors j'ai fait un petit tri tout en essayant de garder le maximum et j'ai essayé de partir sur un angle thématique, comme ça ce sera plus facile de nous y retrouver. Alors je commence par une question de John BRD, John Bird, je sais pas, voilà. C'est toujours très drôle d'avoir les pseudos des gens parce que je sais jamais comment prononcer ça. Et sa question, c'est donc combien de langues parles-tu? S'il y en a une, quelle langue es-tu en train d'apprendre? Alors je dis souvent que je déteste cette question, combien de langues parles-tu? J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Bon, il y a pas de mal, hein, je suis pas méchant, enfin, pas tout le temps. En tout cas, j'évite de répondre à cette question par un nombre de langues parce que pour moi, un nombre, ça veut pas dire grand-chose. Voilà, entre une personne qui parle 3 langues, 5 langues, 10 langues, est-ce qu'on va considérer que celle qui parle 10 langues est plus méritante? Et surtout à quel niveau on va parler ces langues, depuis quand on les a apprises, depuis quand on les apprend, pardon. Est-ce qu'on les a apprises pendant son enfance ou plus tard? Voilà, ça ne dit pas grand-chose. Bon, la réponse courte, c'est qu'avec le français, je parle 6 langues. Enfin, je préfère dire que j'ai appris 6 langues, qui sont le français, l'allemand, l'anglais, le finnois, l'italien et le japonais. Et je suis plutôt en train de perfectionner mon italien et de continuer sur le japonais. Donc ce sont vraiment les 2 langues que j'apprends au quotidien de manière intensive. Ensuite, question de Gaëtan. Salut, est-ce que tu préconises de commencer par la grammaire, le vocabulaire ou autre chose? Alors je ne sais pas ce que tu mets dans le autre chose, mais j'ai bien envie de te répondre. Tout ça à la fois, parce que on va faire un raisonnement par l'absurde. Si je te dis de commencer, tu m'as dit par la grammaire, eh bien tu vas avoir des règles de grammaire, mais si tu n'as pas de vocabulaire pour mettre des mots dedans, tu auras simplement des phrases vides et tu ne sauras rien dire. Si tu n'apprends que le vocabulaire, tu auras des mots isolés et tu ne sauras pas, parce que tu n'as pas appris la grammaire, en faire quelque chose. Pareil, si tu n'as pas appris la prononciation, tu auras des choses que tu arriveras à lire à l'écrit, mais tu n'arriveras pas à les prononcer, tu ne comprendras pas ce qu'on te dit à l'oral. Si tu commences par l'alphabet, que tu ne fais que ça, tu sauras peut-être écrire et lire la langue, mais tu ne sauras pas la prononcer, etc. Donc un apprentissage doit être complet, c'est-à-dire qu'il faut commencer à la fois par le vocabulaire, la grammaire, les choses comme ça. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, la grammaire, c'est pas quelque chose de compliqué pour le niveau avancé. C'est simplement les règles du jeu, c'est comment on met les briques de Lego. Et ça, il faut l'acquérir le plus vite possible. Et voilà, tout doit être appris ensemble. Alors ensuite, je continue. Une question de Dylan Castellar. Est-il possible d'oublier sa langue maternelle? Alors je vais peut-être pas donner une réponse précise dans cette vidéo, dans la mesure où du point de vue de la science, j'en sais rien, je suis pas tout à fait sûr. Alors ce que j'avais entendu, c'est qu'il est possible d'oublier en grande partie sa langue maternelle. Il y a des gens, par exemple des déracinés, qui parlaient une langue quand ils étaient enfants. Et puis après, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, des gens qui ont été ballottés un peu à travers l'Europe et qui ont fini par ne plus vraiment parler leur langue maternelle parce qu'ils avaient perdu leurs parents, leur communauté. Il y a aussi des gens qui, à cause d'une maladie ou un choc reçu sur le cerveau, ont été rendus plus ou moins incapables de parler leur langue maternelle, ou en tout cas en grande partie. Après, ce que j'ai lu, c'est que dans des cas plus classiques, c'est-à-dire qu'on va aller dans un autre pays, on va arrêter de parler sa langue maternelle, on peut la perdre en grande partie, dans le sens où le cerveau, qui est en constante évolution, va se recabler, si on veut, d'une autre manière, pour donner la priorité à une langue qu'on parle le plus souvent. Par exemple, si vous allez vivre toute votre vie, je ne sais pas, en Italie, eh bien votre cerveau va se spécialiser pour l'italien au détriment du français si vous arrêtez de parler français. Après, je pense que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, que dans les cas normaux, encore une fois, si vous réactivez par la suite votre langue maternelle, elle va revenir. Après, j'ai eu quand même quelques échos comme quoi on pouvait pas mal rouiller dans sa langue maternelle. Des Français qui habitaient à l'étranger et qui n'utilisent plus le français dans leur quotidien peuvent avoir du mal et dire « Ah, comment est-ce qu'on dit ça déjà en français ?» Et ils se rendent compte qu'ils sont plus vifs, ils arrivent plus vite à trouver les mots et les bonnes phrases dans d'autres langues qu'ils pratiquent plus au quotidien.
Allez, j'enchaîne avec une question de One of the People. Comment on peut atteindre un niveau C1 voire C2 et en combien de temps? Merci. Bon, ça c'est aussi le genre de question à laquelle je vais pas pouvoir répondre par un chiffre précis parce que tout dépend de où tu en es. Si tu commences de zéro et si tu es au niveau B2, bah, ce sera une toute autre histoire pour atteindre un niveau C1 ou C2. En fonction de la langue, en fonction de des apprentissages passés, enfin si tu as appris 10 langues par le passé, ce sera peut-être plus simple d'atteindre un niveau C1 que si c'est la première langue que tu apprends par toi-même. Voilà, c'est impossible de donner une réponse. Je dirais quand même que pour atteindre un bon niveau C1, il faut quand même plusieurs années parce que c'est quand même un niveau relativement élevé. Il y a des gens qui disent qu'on peut parler couramment une langue en 3 mois. Bon, je radote, mais vous savez ce que j'en pense. Je pense que c'est quand même pas compliqué, mais ça prend du temps. Et comment le faire? Quand on arrive à ces niveaux-là, il faut bien sûr arriver à se détacher des ressources purement pédagogiques, c'est-à-dire des grammaires, des manuels de grammaire, des listes de vocabulaire, et vraiment aller dans la vraie langue, c'est-à-dire lire des livres, parler avec des gens tous les jours, regarder des films, écrire, je sais pas, mais vraiment avoir une pratique quasiment comme celle d'un locuteur natif de la langue. Parce que si on reste sur des méthodes, des manuels, je pense pas qu'on puisse atteindre un niveau aussi élevé. C'est pour ça que quand il y a des gens qui demandent si telle ou telle méthode permet d'atteindre un niveau C2, je pense que la réponse est tout de suite non. Donc avoir une approche quasi native de la langue. Ensuite, une question de Cédric. 2 questions me viennent à l'esprit. Quels sont les conseils précis pour réussir un examen de langue? L'examen peut demander une préparation spécifique qui n'est pas seulement liée à la connaissance de la langue en tant que telle. Bon, la réponse est en fait dans ta question. Je dis toujours qu'un examen, bon, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Peut-être que je ferai des contenus, des formations sur, par exemple, réussir le TOEIC. Après, moi, c'est vraiment l'aspect le pire, le plus tue-l'amour de l'apprentissage des langues. Mais bon, je peux comprendre que vous ayez besoin de passer des examens. Et je dis toujours que dans un examen, c'est 50% la langue, ou la matière recherchée, et 50% la structure de l'examen. Je m'en étais rendu compte quand je m'étais préparé au TOEFL puis au TOEIC, que en fait pour réussir ces examens, il suffisait pas de parler anglais, il fallait très bien maîtriser les codes de l'examen. Surtout le TOEFL, je me souviens que j'avais trouvé plus difficile dans la mesure où il y a des questions de speaking, d'expression orale, où il faut écouter la question, réfléchir pendant 30 secondes je crois, et ensuite enregistrer sa réponse pendant 60 secondes, enfin quelque chose comme ça. Ce qui fait que même si on parle très bien anglais, si on bafouille, si on a une hésitation pendant le moment d'enregistrement, le seul qui nous a loué, on foire cette partie. Donc on peut parler absolument couramment anglais. Donc ce que je dirais, c'est simplement, si tu dois passer un examen, va chercher des annales, regarde s'il y a des exercices blancs sur le site de l'examen, ça existe, par exemple le TOEFL, le TOEIC, il y en a, et comme ça il faut se préparer très bien à la forme de l'examen, parce que c'est pas pour rien que parfois il y a des locuteurs natifs, quand ils essayent de faire un examen de langue, ils ont des moins bonnes notes que des locuteurs non natifs, c'est parce qu'ils ne se sont pas préparés à la forme spécifique de l'examen qui est aussi importante, voire plus parfois, que simplement arriver à bien parler la langue. Alors, une autre question moins importante mais qui me traîne dans la tête depuis longtemps, sans trouver de réponse satisfaisante. Peut-on être curieux pour une langue et apprendre les rudiments sans aller très loin? Apprendre vite fait juste pour s'amuser, sachant que ce n'est pas propice à avoir un haut niveau. Est-ce utile d'avoir un niveau A2 dans une langue par exemple? Voilà, là on revient toujours à un cas classique, c'est, je vais te dire, ça dépend de toi. Si tu as envie d'avoir seulement, entre guillemets, parce que c'est déjà pas mal, un niveau A2 dans plein de langues, pourquoi pas? Il va pas y avoir la police qui va venir chez toi, enfoncer la porte et t'arrêter. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai plutôt une approche, c'est-à-dire personnellement, j'ai plutôt envie ces temps-ci de pousser les langues à un niveau très élevé, c'est pour ça que j'en apprends pas plus. Mais écoute, si tu as envie de voyager dans un pays, par exemple, et que tu veux juste apprendre le vocabulaire du tourisme qui te permet de commander des pâtes, des pizzas ou du café, franchement, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci et il n'y a pas de mal à apprendre des langues un peu juste pour s'amuser. Après, il faut être lucide, c'est-à-dire que si tu as cette approche, ne t'étonne pas de ne pas arriver à parler couramment une langue. C'est un peu un choix à faire, c'est-à-dire que tout le temps que tu passeras à apprendre un peu comme ça des langues en papillonnant, c'est pas un problème, mais ce sera du temps que tu perdras si tu voulais apprendre à parler couramment une langue à un très bon niveau. Donc encore une fois, c'est une question de choix personnel. Je dis pas que... est-ce que c'est utile, pas utile? Voilà, franchement, rien n'est utile ou inutile dans l'absolu. C'est à toi de voir en fonction de ce que toi tu veux faire avec les langues. Ensuite, question de Eric Iversen. Je veux savoir si tu penses toujours dans le contexte de la langue que tu apprends.
Par exemple, moi je pense toujours à des choses que je sais pas dire dans ma langue cible, même si j'étudie pas. C'est comme un état de pensée perpétuel qui a commencé quand je me suis mis à apprendre d'autres langues. Est-ce que ça t'arrive ou je suis fou? Alors ouais, je pense qu'il faut te faire interner. Non, plus sérieusement, en fait je suis pas sûr de tout à fait comprendre ta question, si j'ai bien compris. C'est que au lieu de penser avec les mots, la grammaire, tout ça que tu connais déjà, tu essayes de penser avec des choses que tu n'as pas encore. Bon, ça c'est bien normal, c'est juste que tu essayes de penser dans une autre langue et tu n'as pas encore le niveau tout simplement. Moi ça m'arrive très souvent, je pense pas être fou, enfin j'espère. Et simplement, une astuce, quand tu penses en dehors du contexte des choses que tu connais déjà, eh bien, n'hésite pas à noter tous tes manques parce que c'est des mots dont tu as besoin, c'est des manques qui te frustrent. Donc, quand tu as du vocabulaire, de la grammaire, d'une prononciation dont tu n'es pas sûr, quand tu penses un peu en dehors de tes limites actuelles dans la langue, note tout ça parce que c'est ce que tu as à apprendre maintenant, ce qui est immédiatement utile pour toi. Alors, dernière question de cette section de Charles. Je sais que les langues sont très utiles si on les apprend, mais j'aimerais en choisir une. Hormis l'anglais. Moi, je n'arrive pas à me décider. Beaucoup de personnes disent de choisir en fonction des études, ou laquelle de ces langues j'ai le plus de chances de rencontrer un locuteur, que ce soit en voyage ou non. Sachant que dès que j'en choisis une parmi les trois qui me tracassent, au fil de mon apprentissage, j'ai des remords et j'ai envie de changer pour une des trois. Et je tourne en rond comme ça. Ça, c'est encore une fois un sujet, je peux pas te dire quoi apprendre en fait. En fait, le questionnement que j'essaie de vous transmettre à tous, c'est pourquoi apprendre une langue? À quoi ça sert? Parce que souvent à l'école, on apprend généralement l'anglais en première langue parce que les parents l'ont décidé, l'espagnol en deuxième langue parce qu'on l'a à peu près décidé, parce que soi-disant c'est sympa, et on se pose trop rarement la question. Demande-toi quelle langue tu vas apprendre pour de vrai et à quoi ça sert. Parce que oui, ça peut être pour les études, ça peut être pour rencontrer des gens, ça peut être pour le travail ou autre. Mais vraiment, ça dépend de toi. Et je trouve qu'il y a plein de mauvaises raisons d'apprendre des langues, ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et par exemple, le nombre de locuteurs natifs, je trouve pas que ça soit très bien. Parce que oui, si tu vas dans le monde hispanophone, tu auras des chances de trouver des gens qui parlent espagnol. Et dans ce sens, oui, l'espagnol est une langue plutôt utile. Mais si ton délire à toi, c'est d'apprendre le basque, apprends le basque. Honnêtement, c'est pas forcément très intéressant de réfléchir dans ce cas. Pour les études, ça dépend. Enfin, est-ce que tu as envie, par exemple, d'apprendre l'allemand pour aller étudier en Allemagne? Alors que si toi, tu vas étudier en Hongrie, je sais pas, le hongrois, c'est plus intéressant. Voilà, donc, n'hésite pas, franchement, à fouiller, vraiment réfléchir à ça. Enfin, j'ai dans une de mes formations expert polyglotte vraiment tout un exercice là-dessus, parce que je considère que c'est un vrai problème, surtout quand on veut apprendre plus d'une langue, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par une seule langue et ce sera la seule. Il y a des gens qui veulent en apprendre plusieurs, et je comprends très bien, qui ont du mal à choisir. Mais vraiment, pose-toi cette question, à quoi ça va me servir, pourquoi faire et pourquoi j'ai envie d'apprendre cette langue plutôt qu'une autre. Parce que choisir, c'est renoncer. Et je ne te conseille pas forcément d'apprendre 3 langues à la fois, c'est quand même assez lourd. Donc choisis la langue en priorité qui a le plus de sens par rapport à ce que tu veux en faire dans la vie, que ce soit pour tes études, pour ton travail, pour ta vie amicale, pour tes voyages, etc. Alors, une petite section sur les applications. Alors je commence par une question de By Helsinki qui me dit: est-ce que tu connais l'application YouTalk? Je me demande vraiment puisque j'utilise et l'adore. Continue tes vidéos, you're terrific. Je te remercie. Alors concernant l'application, je la connais de nom, je vois ce que c'est, mais je ne l'ai jamais utilisée, sachant que en fait je vais arriver à la prochaine question de Elisa Wodinger ou Wurdinger, en fait je ne sais pas si on prononce à l'allemand ou à l'allemande ou à la française. Est-ce que tu apprends les langues par une application? Si oui, laquelle? Donc en fait, voilà, j'y arrive, j'utilise assez peu d'applications, on me demande beaucoup mon avis sur plein d'applis, sachant qu'en fait j'en utilise peu et surtout j'en découvre peu. Je sais que ça vous intéresserait, mais pour mon apprentissage à moi, j'ai pas forcément beaucoup de temps, ça n'a pas énormément de sens que je fasse toutes les applis, sachant qu'il y en a déjà qui fonctionnent pour moi, donc je continue dessus. Et le choix des applis, pour moi, n'est pas fondamental. Alors je sais que chaque créateur d'appli a envie de dire que son appli va révolutionner le monde de l'apprentissage des langues. C'est bien normal, c'est leur bébé, c'est leur entreprise. Il faut bien qu'ils en fassent la promotion. Moi, j'utilise plutôt pour le vocabulaire Anki, que vous connaissez très certainement. Sinon, Mosalingua, qui est sur le même principe, mais en plus complet, en plus pré-mâché, mais toujours avec les possibilités où on peut, par exemple, créer ses cartes mémoire. Donc plutôt Anki, Mosalingua. Et ensuite, Memrise, que j'utilise pas mal, parce que parfois il y a des paquets de cartes qui sont très bien faits, avec le son, des images, etc. Parfois même des vidéos, donc ça c'est pas mal aussi. Donc moi j'utilise principalement des applis pour le vocabulaire, pour le reste j'ai utilisé pendant un temps Duolingo, c'est pas mal, hein. Enfin, ça coûte rien de le faire.
Après, les applis pour moi dans mon apprentissage sont pas déterminantes. J'utilise pas mal les nouvelles technologies, mais je suis pas ultra technophile pour l'apprentissage des langues non plus. On arrive à des questions sur la prononciation. La première, c'est de Amidou Machido Amadou. Moi, mes questions portent sur l'anglais et c'est surtout au niveau de la prononciation. Pouvez-vous m'aider, SVP? Alors, je le dis toujours, l'anglais n'est pas une langue aussi facile à apprendre qu'on le dit et la prononciation est difficile. Ce que je peux te conseiller, c'est de regarder la phonétique de l'anglais. Comme ça, oui d'ailleurs tu me vois, je me permets de tutoyer tout le monde, on va faire simple. C'est pour moi la première chose à faire, regarder les sons de l'anglais qui n'existent pas en français, il y en a beaucoup, et ensuite utiliser beaucoup des dictionnaires avec la prononciation, comme par exemple Wiktionary, Word of Friends, des dictionnaires qui ont des fichiers audio d'une part, et la transcription en alphabet phonétique international. Et ça aide pas mal. Et après, toujours beaucoup faire d'écoute, beaucoup faire corriger son accent par des locuteurs natifs, beaucoup s'entraîner, parler, et au bout d'un moment, ça va s'améliorer forcément. Question suivante de PQ Omelette. Pourras-tu faire une vidéo sur l'alphabet phonétique international? C'est pour moi super utile pour trouver la prononciation d'un mot et on peut apprendre beaucoup de choses plus précises grâce à lui sur la prononciation d'une langue. Alors je suis tout à fait d'accord, amen. J'avais fait une vidéo qui s'appelle La phonétique c'est fantastique, que j'avais faite à Venise je crois. Et je suis d'accord, honnêtement avec la phonétique on découvre tellement de choses précises sur la prononciation d'une langue alors que généralement on reste dans le flou. On découvre aussi beaucoup de ponts entre les langues, parce que moi j'ai trouvé énormément de sons qui existaient entre deux langues, enfin qui étaient partagés par deux langues alors que je m'en étais pas du tout rendu compte. Et ça permet vraiment de gagner du temps. En plus la phonétique articulatoire va vous expliquer comment prononcer le son, parce que souvent on dit que c'est impossible de prononcer un son pour des raisons X ou Y, alors qu'en fait il suffit de savoir où mettre la langue, à quelle position, où souffler, utiliser son nez ou pas, placer la langue entre les lèvres, entre les dents, sur la crête alvéolaire, etc. Et ça c'est très utile. Alors si vous voulez aller plus loin dessus, j'ai une formation qui s'appelle Améliorer son accent, dans laquelle je fais un gros topo sur la phonétique pour les non-linguistes, en essayant de vraiment décrypter ça et d'amener ça à tout le monde, parce que c'est vrai que c'est un outil qui de base est complexe et ça va vous permettre de savoir exactement comment prononcer, pas chaque son non plus, mais d'avoir une bonne idée et de bien faire un inventaire détaillé de tous les sons que vous avez à apprendre et à travailler dans votre langue cible. Donc en tout cas, une vidéo de présentation introductive sur l'API, l'alphabet phonétique international, c'est pas une mauvaise idée, donc je garde ça en tête. Ensuite, toujours sur la prononciation, une question de Dylan Castellar qui me dit « Bonjour Pierre, peut-on parler une langue étrangère sans conserver l'accent de son pays d'origine? Comment fait-on pour être pris pour un natif, c'est-à-dire parler avec un natif sans qu'il ne se rende compte qu'on est un étranger ?» Alors ça, c'est un immense sujet, il y a des gens qui disent qu'on peut pas. Je pense que pour vraiment avoir un mimétisme parfait, je pense que là, on arrive à la fois sur des choses très précises à travailler qui prennent des années et peut-être même des différences d'oreilles entre les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent beaucoup plus facilement que d'autres. Il y a des gens qui ont un talent d'imitateur, pas d'autres. Et alors déjà, ça prend des années, faire attention à la phonétique, l'intonation, etc. Plein de choses. Il y a plein d'aspects qui sont pas seulement liés à la prononciation, c'est-à-dire utiliser des expressions du pays, des expressions vraiment de la vie de tous les jours par rapport à une langue qui est un peu académique. Et aussi la confiance avec laquelle on parle, parce que si on parle vraiment une langue à bâton rompu, sans s'arrêter, sans s'excuser, etc., on a l'air beaucoup plus proche d'un locuteur natif. Plein de choses psychologiques comme ça. Après, ça dépend aussi des pays, parce que je pense qu'en Italie, en Allemagne, pour un Français, c'est facile de se fondre un peu dans la masse, surtout dans un pays, par exemple, où il y a de l'immigration, on s'attendra à ce que les gens aient des faciès un petit peu différents et parfois des accents un petit peu différents, et on va pas forcément faire plus attention que ça. Après, je pense, par exemple, vu que je connais assez bien le Japon, que au Japon, je ne serai jamais pris pour un natif. Personne avec ma gueule va me prendre pour un japonais. Et ça va toujours faire une grosse différence, parce que vu que c'est un pays qui est relativement homogène ethniquement, eh bien, les gens vont toujours me mettre une étiquette étranger. Et si vous allez dans un pays comme ça va être le cas. Donc ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Il faut travailler sur ta prononciation, sur ton aisance à l'oral, sur la façon dont tu parles, qui soit pas trop rigide, pas trop robotique. Et ça va te rapprocher d'un locuteur natif. Après, est-ce que tu seras pris pour un locuteur natif? Je ne sais pas, ça va dépendre de plein de choses qui sont en dehors de ton contrôle. Et je termine sur la phonétique avec une question de AB. J'ai découvert à travers un MOOC formant à la profession de professeur de FLE
la méthode verbotonale destinée à améliorer la prononciation des apprenants. T'es-tu penché sur le sujet? Alors peut-être que le site auquel tu fais référence, c'est le son du FLE, je suppose, parce que c'est assez bien fait sur la phonétique du français. Peut-être pas. En tout cas, la méthode verbotonale, je connais aussi de nom, je ne me suis pas trop penché dessus. Je sais qu'on l'oppose à la méthode plutôt articulatoire, c'est dont je parlais, c'est-à-dire de prendre les sons par rapport à la manière dont on les articule dans la bouche. Donc voilà, je vais creuser le sujet, je vais regarder plus en détail ce que c'est, parce que moi je connais pas très bien, et peut-être que j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, vous m'avez posé beaucoup de questions sur des langues en particulier, dont certaines que je ne parle pas. Je vais les passer en revue. Je commence par la question de Juste Playlist. Pourrais-tu faire une vidéo sur la langue grecque, le moderne si possible, ses spécificités, particularités, merci. Alors, c'est pas dans les projets immédiats, dans le sens où moi, personnellement, je parle pas grec, je connais quelques petits mots comme ça que j'ai appris en Grèce. Pourquoi pas? Je pense éventuellement faire à l'avenir des vidéos sur des langues que je connais pas très bien. Comme ça, je fais mes recherches, je donne les spécificités. Voilà, pourquoi pas, c'est pas dans les projets immédiats. Si je tombe sur quelqu'un qui parle couramment grec et qui, je sais pas, a une chaîne sur le grec et qui veut faire une collaboration avec moi, ce sera un grand plaisir. Voilà, qui vivra, verra. Ensuite, une question de négative holo, ou holo, je sais pas. Pourrais-tu faire une vidéo apprendre le persan rapidement? Voilà, même topo. Et c'est encore plus difficile pour moi parce que je peux faire une vidéo sur le persan et vous présenter ce que c'est, dire voilà en quoi consiste le persan. Mais comment l'apprendre rapidement? Je ne suis absolument pas persophone, je ne parle pas cette langue, donc je suis très mal placé pour faire une vidéo dessus. Encore une fois, s'il y a quelqu'un qui veut faire une vidéo avec moi sur le persan, qui parle très bien persan, qui a plein de conseils pour l'apprendre, c'est avec grand plaisir. Alors, je continue avec une vidéo de Mathis. Bonjour, voici mes questions. Que penses-tu du portugais? Je suis en train d'apprendre l'italien. Peux-tu me conseiller des livres à lire en italien si tu en connais? Alors, ce que je pense du portugais, ça ressemble à un croisement entre l'espagnol et le russe. Bon, voilà. Je sais que ça énerve beaucoup de gens lusophones quand on dit ça. C'est pas la première fois que j'entends ça et c'est parfois la sensation que j'ai. Bon, plus sérieusement, ce que j'en pense, c'est très bien le portugais. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une langue qui est très dialectalisée, c'est-à-dire qu'entre le portugais d'Europe, du Portugal, et celui du Brésil, il y a pas mal de différences. Donc si vous voulez apprendre cette langue, demandez-vous quel est le pays de destination que vous voulez avoir en priorité. Parce que si c'est le Portugal, si c'est le Brésil, vous n'apprendrez pas tout à fait la même langue. Il y a aussi d'autres pays lusophones. Ensuite, ce que je pense du portugais, c'est une langue qui pèse dans le monde. C'est quand même une des langues les plus parlées au monde parce que rien que le Brésil, c'est plus de 200 millions d'habitants. Elle est présente en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et aussi dans d'autres endroits du monde de manière plus minoritaire. Donc ça reste quand même une grande langue de culture, une grande langue de communication. Donc si tu veux apprendre le portugais, je pense pas que tu fasses une erreur. Ensuite, ta question sur les livres en italien. Alors, je dois avouer que je ne lis pas beaucoup en italien, en tout cas pas beaucoup de livres. En fait, je lis beaucoup la presse en italien parce que j'essaye de voir ce qui se passe en Italie alors que les médias français en parlent pas beaucoup. Donc, tu peux commencer par des livres pour enfants, pas des choses trop bébés. Après, à un niveau plus avancé, on m'a souvent recommandé les livres de... Alors, je ne sais plus exactement son nom, je crois que c'est Elena Ferrante, qui est assez célèbre même en France. Ses livres ont été traduits. Apparemment, même si elle utilise des tournures assez napolitaines parfois, ça reste facile à comprendre, donc ça m'a été recommandé par plusieurs personnes françaises et italiennes. Donc je pense que ça peut être un bon choix. Ensuite, question de Tyson. Essaye d'apprendre le roman tzigane. Donc je pense que tu veux parler du romani. Donc c'est une langue, merci pour la recommandation. Après, c'est pas une langue qui m'intéresse dans l'immédiat. Si ça vous intéresse, c'était Daniel Krasa, un polyglotte autrichien qui a fait une conférence assez longue à la Polyglot Gathering, Gathering de 2016 à Berlin. Je vous mettrai le lien en description, comme ça vous aurez plus d'infos sur cette langue qui est très intéressante parce que vu que c'est une langue de gens qui voyagent, itinérants, elle a pris du vocabulaire et elle a fait plein d'emprunts aux langues des pays qui ont été traversés. Donc c'est assez intéressant du point de vue culturel. Alors ensuite, une question de Macambre, ou Macambres, en plus vu qu'on est sur une chaîne polyglotte, il y a peut-être des noms dans d'autres langues.
Que penses-tu des personnes qui apprennent de vieilles langues, des langues aujourd'hui disparues? Alors ces personnes, j'en pense pas grand-chose, hein, je me permettrai pas. Sur les langues, plus particulièrement, j'ai fait une vidéo dessus, sur les langues anciennes, c'est un sujet, parce que moi je parle plutôt des langues étrangères, mais vu que les langues s'apprennent toutes plus ou moins de la même façon, les langues anciennes s'apprennent à peu près de la même façon, parce qu'on va moins les parler, parce que plus personne ne les parle, hein. Sauf par exemple le latin qui n'est pas vraiment une langue morte, parce que des gens le parlent encore, l'utilisent encore, par exemple au Vatican. Pourquoi pas, hein, enfin, si on a un intérêt culturel, archéologique, pour la recherche, par passion pour, je sais pas, l'Égypte antique par exemple, ça peut être très intéressant. En tout cas, j'ai fait une vidéo dans laquelle je donne un avis plus détaillé. Ensuite, question de Saliadora, comment as-tu appris le finnois exactement? Livre, application. Alors oui, c'est promis, je sais, vous voulez que je fasse du contenu sur le finnois, j'en ferai un article ou une vidéo, j'ai pas encore décidé, mais j'en parlerai, c'est promis. Alors, concernant ta question, comment je l'ai appris exactement? C'est très simple, je suis allé m'inscrire à l'INALCO à Paris, qui est une université spécialisée dans les langues orientales, donc d'Europe orientale jusqu'au monde oriental. Et j'ai fait une licence, puis un master. J'avais commencé une année de master que j'ai arrêté parce que j'ai voulu faire totalement autre chose. Donc je l'ai apprise en cours à l'ancienne. Concernant le matériel, alors j'avais essayé la méthode Assimil avant de commencer les cours parce que j'étais chaud patate et je voulais commencer. Ça m'avait l'air pas mal. J'avais aussi, il y a un site, alors je me souviens plus vraiment du nom parce que ça commence à être assez vieux, mais je crois que l'URL c'est Donnerwetter, qui est une expression allemande. Mais si vous cherchez ça, vous trouverez un site avec en plus des enregistrements audio. Il y a quelques petites choses dessus qui sont pas mal, gratuites pour commencer. Ensuite, il y a Memrise. Donc il y a des fiches de vocabulaire que j'utilise pour empêcher mon finnois de rouiller, sachant qu'il est déjà bien rouillé le pauvre. Et voilà. Après, j'ai pas appris de manière très libre parce que je l'ai appris à la fac. Sinon, il y a des livres. Je crois qu'il y a un manuel en anglais. Donc le titre c'est Finnish Grammar for Foreigners. Et vous le trouverez sur Amazon si ça vous intéresse. Après, je le connais pas, mais il est assez réputé pour les gens qui apprennent le finnois. Ensuite, une question sur les langues régionales de VLTPRN. Trouves-tu un intérêt à apprendre une langue régionale? Je souhaiterais apprendre l'auvergnat, mais je ne sais pas si ce serait une perte de temps. Voilà, encore une fois, on revient, ça c'est vos choix, pas les miens. Moi personnellement, j'ai pas d'attache à un terroir, un endroit où est parlée une langue régionale. En fait, moi je suis de Lyon, et à Lyon, il y a une langue qui s'appelle le lyonnais, mais absolument personne ne la parle dans Lyon intramuros. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps ici à Paris. Il n'y a pas vraiment de langue régionale non plus. Donc personnellement, ça ne me sert à rien. J'ai pas d'attache, d'envie, d'appétence pour ces langues. Mais après, par exemple, si toi tu es auvergnat, c'est vraiment tes racines, tu as envie de te reconnecter à ça, que tu connais des gens sans doute âgés qui parlent cette langue, franchement, vas-y. Moi, je dirais jamais que c'est une perte de temps. Une langue n'est une perte de temps que si tu ne t'en sers pas. Donc voilà, si vous voulez, je sais pas, si vous habitez en Bretagne, que vous avez des origines bretonnes, que vous voulez parler breton, par exemple, il n'y a pas de souci à l'apprendre, il n'y a rien de honteux à ça. On aborde maintenant des questions, je crois qu'il y en a plusieurs sur le russe. Bonjour Pierre, donc ça c'est Dylan Gourman qui me dit « Bien content de m'adresser à toi, c'est dans un contexte triste que j'expose ma question. J'ai essayé d'apprendre le russe comme à ton égard, toutefois j'ai arrêté cet apprentissage aussi parce que je suis occupé, tant parce que je n'y trouve un sens à y mettre. Tu avais dit que tu avais essayé d'apprendre le russe également et que tu avais cessé de l'apprendre aussi et surtout par procrastination, ce qui est mon cas. De deux choses l'une, as-tu une méthode permettant de cesser cette procrastination terrible et t'es-tu décidé à réapprendre le russe? Autre question, pourquoi le finnois? Merci encore. Alors ça, j'ai l'impression que ça vous a vraiment marqué parce que c'est pas la première fois que j'ai des questions à ce sujet. D'ailleurs, j'en ai reparlé de mon échec en russe dans ma newsletter, le mail envoyé aux abonnés ce matin, avec ce qu'on pouvait en tirer. Alors oui, j'ai arrêté parce que j'étais pas assez motivé, parce que j'étais motivé au début, mais c'était pas la motivation profonde, c'était la motivation façon comme on ouvre ses cadeaux de Noël, on est content, comme on se met au sport les 2 premières semaines de l'année, après on abandonne, c'était vraiment ça, c'était faible. Ensuite, au niveau de la structure, de la stratégie, j'en avais pas encore. D'ailleurs, c'est un peu par vengeance par rapport à tout ça que j'ai fini par créer le monde des langues et vraiment me former là-dessus. Pour faire en sorte que moi, déjà, je n'ai plus ce genre de problème et que vous non plus, vous n'abandonniez pas. Ensuite, pour vaincre la procrastination, ça vient vraiment de toi, c'est-à-dire est-ce que tu as vraiment envie d'apprendre le russe, à quoi ça te sert, est-ce que tu l'intègres dans ton quotidien.
Et pose-toi ces questions, encore une fois on revient aux bonnes questions à se poser, le pourquoi, et tu auras déjà fait une bonne partie du chemin. Ensuite, quand tu me demandes si j'ai une méthode, oui, cette méthode c'est aussi Expert Polyglotte, c'est la formation que j'ai faite qui est plutôt pour la stratégie et qui parle énormément de motivation, comment rester motivé sur la durée pendant des années, comment continuer à progresser. Voilà, si j'ai créé cette méthode, c'est aussi parce que ce sont des questions réelles, on me pose énormément de questions sur tout ce qui est motivation, continuer à apprendre, ne pas se décourager, et c'est pour ça que j'ai voulu créer quelque chose de concret, de solide sur le sujet. Et ensuite, pourquoi le finnois? Alors, quand les Finlandais me posent la question, généralement, je réponds à quelque chose du style « C'est un pitkä juttu », qui veut dire c'est une longue histoire, et en effet, c'est une longue histoire, donc qui n'est pas si compliqué que ça. C'est qu'à l'époque, j'étais très intéressé par les pays nordiques, je suis toujours relativement, j'aime beaucoup les paysages, j'aime bien la neige, etc. Même si on a de moins en moins que le réchauffement climatique là-bas. Et j'avais déjà appris l'allemand, et j'avais pensé apprendre le norvégien ou le suédois, et j'avais déjà une langue germanique et je m'étais dit tiens j'adore les sonorités du finnois toujours, le finnois et l'estonien sont des langues que je trouve magnifiques et j'étais intrigué par ce pays d'Europe qui est à la fois assez connu parce qu'il est relativement riche, assez bien placé sur la carte maintenant et aussi très méconnu parce que en fait beaucoup de gens savent où est la Finlande mais très peu de gens connaissent la culture finlandaise qui est très intéressante à bien des égards et j'aime toujours la culture finlandaise, ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné en Finlande. Et j'espère le faire cette année peut-être si je peux parce que bon, il est grand temps d'y retourner. Question de Juju. Bonjour Pierre et bonne année à toi, bonne année également. Voici les questions que j'ai à te proposer pour ta FAQ. Parmi toutes les langues que tu as apprises, quelle est celle ou quelles sont celles que tu préfères parler? Tu nous as déjà confié que tu voudras apprendre le russe une fois que tu auras un niveau suffisamment bon en italien et en japonais. Y a-t-il d'autres langues à part le russe que tu voudrais apprendre ou sera-ce ta dernière? Arrives-tu à entretenir toutes tes autres langues pendant ton apprentissage de l'italien et du japonais ou as-tu dû les mettre complètement de côté? As-tu des conseils de livres pour démarrer la lecture en italien et en allemand? En fait, il y a plein de questions en une. Alors, est-ce que j'ai une langue que je préfère parler? Pas vraiment. J'ai pas vraiment de préférence dans le sens où tout dépend d'un contexte. J'adore parler japonais quand je suis au Japon. J'adore parler italien quand je suis en Italie. Donc ça va dépendre du contexte. Si je suis polyglotte, c'est aussi que j'aime tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont une langue préférée. Enfin, j'ai des collègues qui ont des chaînes qui sont sur une langue parce que c'est la langue de leur vie. Moi, j'en ai pas vraiment une seule, donc je peux pas vraiment répondre. J'aime bien parler les langues étrangères. De manière générale, vraiment l'aspect plutôt polyglotte. Donc le russe, oui, un jour je m'y remettrai. J'en parlerai peut-être un petit peu après si ça vous intéresse. Est-ce que ce sera le russe ou est-ce que ce sera ma dernière? Bon, à l'âge que j'ai, j'espère pouvoir vivre à peu près encore un demi-siècle, je creuse les doigts. Donc je pense pas que je m'arrêterai à une seule langue, c'est triste, je pense que je voudrais en apprendre plus. Après, bon, ces temps-ci, j'ai pas spécialement envie, si j'ai envie d'apprendre le russe, mais je me mets à pas mal de choses. J'aimerais bien en fait me mettre, pour tout vous dire, à l'écriture d'un roman. Et honnêtement, quand j'ai vu des gens écrire des livres, que ce soit des romans ou autres, ça prend une bonne partie de leur vie. C'est vraiment un sacerdoce. Donc je me suis rendu compte que si je voulais le faire, il faudrait que je le fasse très sérieusement, sinon j'y arriverais pas. Encore une fois, la motivation, y aller sérieusement et pas à moitié. Donc je me pose des questions. Est-ce que je ferais pas mieux d'attendre pour apprendre le russe? Il y a aussi l'italien, ça commence à prendre forme. Je fais moins de fautes qu'avant, mais je suis toujours pas assez content parce que je voudrais parler vraiment couramment, voilà, comme ça, sans réfléchir. Le japonais, il y a encore du taf, donc je vais quand même le garder bien au chaud. Après, est-ce qu'il y a des langues que j'ai délaissées? Alors, je fais un peu d'entretien en finnois et en allemand, mais après, si vous me demandez de parler ces langues, je vais être assez rouillé. Je suis assez surpris souvent par ce que j'arrive à comprendre en finnois et surtout en allemand parce que je l'ai appris à un très bon niveau. Si je regarde un film, en fait, je me rends compte que je comprends beaucoup de choses. Mais c'est surtout, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, j'ai déjà dit plus tôt. Il faut s'y remettre et peut-être d'ailleurs un moment que je me remettrai à l'allemand et ou au finnois aussi sérieusement que si je les commençais. Simplement vraiment pour les porter à un très bon niveau, pour arrêter d'être sur cet état un peu rouillé qui m'énerve. Ensuite, les conseils de livres pour démarrer la lecture en italien et en allemand. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur quel premier livre. Donc, faut pas hésiter avec les livres pour enfants, prendre des trucs qui sont pas trop babettes. Sinon, la littérature jeunesse, encore une fois, il y a plein de choses qui sont pas mal. On peut trouver des choses, même des livres qui sont de la non-fiction, par exemple les livres un peu scientifiques pour les enfants, parce qu'il y a du vocabulaire spécialisé mais accessible.
Donc ouais, faut pas hésiter à creuser dans ce secteur. Ensuite, sur l'allemand, une question de Luc Moncan ou Moncam. J'apprends l'allemand, pourrais-tu m'aider? Alors, si tu ne précises pas ta question, je ne vais pas pouvoir t'aider. Dis-moi simplement sur quoi tu butes et on pourra en parler. J'avais fait un article sur les articles et les pluriels en allemand. N'hésite pas à regarder ça, c'est un assez gros morceau, il faudrait que j'en refasse, c'était comme ça. J'ai fait aussi une vidéo avec Jeanne de la chaîne Apprendre naturellement. Ça pourra aussi te donner des conseils parce que elle a appris l'allemand, elle a fait un retour d'expérience, donc n'hésite pas à regarder ça. J'en arrive aux questions sur le japonais avec une nouvelle question de By Helsinki qui me dit: est-ce que, pas obligé, tu pourrais tourner une vidéo sur le kanji, une nouvelle vidéo qui parlera du japonais, leur écriture, difficulté, importance. Voilà. Bon, évidemment, je suis pas obligé de faire quoi que ce soit, t'en fais pas, j'en ai conscience. Je le ferai sans doute parce que j'aimerais vraiment faire du contenu sur le japonais parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses en France. Alors, ne venez pas m'attaquer, je sais qu'il y a quelques très bonnes choses, mais il n'y en a pas beaucoup, et surtout pas avec ma vision des choses, de comment apprendre tout ça. Donc une vidéo sur les kanji, j'avais fait une vidéo sur l'écriture japonaise qui a un peu vieilli quand même. J'ai un peu progressé depuis en japonais et en explication. Mais bon, n'hésite pas à la regarder, je ferai peut-être une vidéo sur les kanji spécifiquement. N'hésite pas aussi à regarder une vidéo que j'avais faite avec un pote qui s'appelle Emmanuel Ternon, donc je pense que si tu tapes son nom dans ma chaîne, tu vas le trouver, sur les caractères chinois, et lui il parle chinois, japonais, un peu coréen je crois. Donc il a d'excellentes choses à dire sur les caractères de manière générale. Oui, d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas répondu à la question sur s'il y aurait d'autres langues que je voudrais apprendre, j'y pensais avec les caractères chinois. Voilà, le russe ça m'intéresse beaucoup, peut-être que je m'y mettrai cette année si j'ai le temps, sinon je remettrai l'année prochaine pour faire d'autres projets plus prioritaires dans ma vie. Éventuellement l'espagnol, c'est pas la langue pour le moment qui m'intéresse le plus, il faudrait que je fouille pour trouver des sources de motivation fortes. Mais bon, c'est quand même une langue qui est intéressante pour voyager parce que l'Amérique du Sud, ça m'intéresse. Aussi, le chinois, ça commence à m'intéresser de plus en plus parce qu'avec le japonais, culturellement, il y a quand même des connexions qui sont fortes au niveau du vocabulaire, au niveau de l'écriture. J'aimerais bien aller en Chine, je suis passé par Taïwan, ça m'avait pas mal plu. Donc peut-être le mandarin dans un futur moyennement proche, pas trop vite. Pourquoi pas, même si personnellement, parmi les langues chinoises que j'ai entendues, je préfère de loin le cantonais au niveau des sonorités par rapport au mandarin. Mais bon, culturellement, peut-être que le mandarin sera un choix plus sage. Donc ça dépend, après il y a plein de langues intellectuellement qui m'intéressent, ou même pour la beauté. L'estonien c'est très joli, mais je sais pas si je l'apprendrai. Il y a l'arabe, après bon, l'arabe, il y a tellement de dialectes... que ce soit le levantin, égyptien, maghrébin, etc., qu'on sait quand on s'y met, on sait pas quand on s'en sort. Voilà, donc il y a plein de langues comme ça qui pourraient m'intéresser, mais après ce sera des réflexions par rapport à un projet précis, par rapport à une envie sérieuse, et pas simplement papillonner entre des langues. Voilà, donc je reviens au japonais, désolé pour la digression. Il y a une dernière question de Léo Cassillas, ou Cassia. Quelle est la meilleure méthode pour apprendre le japonais, apprendre les kanji rapidement, la conjugaison? Merci beaucoup pour toutes tes vidéos et bonne année. Donc bonne année à toi. Et la meilleure méthode, la meilleure méthode c'est vous qui la créée, encore une fois il n'y a pas de meilleure chose qu'une autre. Je ferai promis aussi un gros article, c'est dans les tuyaux, un gros article qui sera peut-être le guide ultime pour commencer à apprendre le japonais, dans lequel je donnerai mon avis sur tout ça, sur comment bien commencer à apprendre cette langue qui est quand même difficile d'accès, qui n'est pas difficile en soi, mais qui est difficile d'accès parce que très exotique et assez complexe de par son écriture. La prononciation pose pas trop de problèmes, il y a des subtilités sur par exemple les niveaux de langue, enfin voilà, il y a pas mal de choses assez touffues en japonais. Et les méthodes que j'avais utilisées, je vais pouvoir te donner un avis dessus. Il y a Assimil qui est pas mal parce que les textes sont de qualité, l'audio est de qualité. Après, c'est pas très bien pour vraiment s'exprimer en japonais parce qu'on apprend assez peu de choses très utiles dans les médias. C'est plutôt pour faire de l'immersion, apprendre du vocabulaire, travailler son écoute, ça c'est très bien. J'avais bien aimé la méthode très connue Mina no Nihongo parce que forcément, moi j'aime bien quand la méthode est entièrement dans la langue apprise. Donc en fait, le principe de cette méthode, c'est que vous avez un livre qui est en japonais et un petit fascicule à côté qui est en français, qui est la traduction des notes grammaticales, voilà, enfin, vous avez vraiment l'essentiel et tout le reste est en japonais. Et ça j'aime bien parce que ça permet d'apprendre par le japonais un peu à la dure. Ça fait peur, mais ça fait aussi les pieds. Donc moi je trouve que c'est une bonne méthode parce que c'est peut-être un peu rigide, c'est plutôt fait pour des professeurs qui enseignent le japonais.
Alors après, si tu es autonome dans ton apprentissage, franchement ça passe, moi je trouve que c'est une bonne méthode. Après, il y en a plein d'autres. Pour les applications, alors tu me poses pas la question, mais je vais quand même te donner mon avis. Anki, beaucoup, j'ai un énorme paquet Anki avec toutes les cartes que je crée, avec les expressions, la grammaire, vocabulaire, etc. J'ai aussi un paquet, les kanji dans la tête, c'est une méthode qui est très bien pour apprendre les kanji. D'ailleurs, elle est ressortie, je vous mets le lien dans la description. Elle est à nouveau disponible parce que pendant un temps elle était seulement en occasion à 130 € le volume, avec des gens qui se faisaient un peu plaisir. Et ça, elle est vraiment pas mal parce qu'elle permet intellectuellement d'intégrer les kanji, en fait, d'intégrer l'écriture des caractères chinois. Parce que quand on est européen, c'est quelque chose qui est très bizarre, qui est très éloigné de nos modèles de pensée. Et avec cette méthode, au lieu d'apprendre comme un enfant japonais qui baigne dedans de toute façon, nous on apprend plutôt progressivement, et je pense que c'est la meilleure façon de faire pour les Européens. Et pour les applications aussi, j'ai un paquet de cartes avec de la grammaire, qui est pas mal, mais qui est plutôt pour la révision, parce que apprendre avec, c'est quand même assez violent. Memrise aussi, il y a des très bons paquets de cartes sur Memrise. Je recommande pas toujours les trucs tout faits, mais là pour le coup, vous pouvez y aller, c'est gratuit en plus. Et après, il y a plein de choses. Il y a un dictionnaire Android qui s'appelle Akebi, qui pour moi, c'est parfait. J'adore. Ça permet en plus de passer le vocabulaire directement sur Anki. Donc ça fait gagner énormément de temps. En plus, on peut tracer les caractères. C'est vraiment génial. Et pour le reste, pour les kanji, les kanji dans la tête, beaucoup pratiquer et aussi les écrire soi-même, même si on ne fait pas vraiment beaucoup dans la vraie vie au Japon en fait. Ça aide par la mémoire du poignet. Et la conjugaison, ça vient avec la pratique, sachant que, est-ce que je peux dire que c'est compliqué? Pas forcément, mais c'est très éloigné du français. Il faut bien comprendre comment ça marche. En fait, le japonais n'est pas très compliqué dans le sens où il est seulement très différent du français. Et une fois qu'on comprend la logique, franchement, je trouve que ça va tout seul. Et la conjugaison, ça peut être compliqué parce qu'il y a le passif, le passif causatif, là, où on met plusieurs terminaisons les unes à la suite des autres. Il y a plusieurs niveaux de langage, on ne va pas utiliser tout à fait les mêmes verbes quand on est dans un contexte poli, quand on va parler de soi avec humilité ou avec quelqu'un avec déférence. Donc pour la conjugaison, c'est simplement l'apprendre par la grammaire et surtout faire beaucoup de pratique parce que ça vient pas tout seul, mais ça vient à force de parler japonais. Eh bien, je crois avoir tout dit. Donc, si jamais vous avez posé une question et que je l'ai oubliée, n'hésitez pas à me la signaler dans les commentaires. Comme ça, j'en parlerai et je répondrai directement plutôt. Voilà, donc si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à en parler. Si vous voulez réagir à ce que j'ai dit dans la vidéo, il y a les commentaires pour ça, c'est juste en dessous. Vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne, me laisser un petit j'aime si ça vous a été utile, si j'ai répondu à vos questions de manière pertinente. Et vous pouvez bien sûr toujours rejoindre mes mails privés dans lesquels je donne plus de conseils, plus de réflexions. Je prends le temps de faire des mini-articles dans lesquels je développe des thématiques par rapport aux langues. Je vous parle aussi des nouveautés, des formations qui peuvent répondre à toutes les questions, une partie des questions du moins qui ont été posées dans cette vidéo. Voilà, vous avez le lien dans la description et avec comme cadeau de bienvenue une mini-formation de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon courage dans votre apprentissage. Salut!